Bonsoir et bienvenue à tous dans la grande soirée du Rendez-vous du Futur. Nous sommes le 1er avril 2014. C'est le 1er avril, il n'y aura pas forcément de blagues ce soir. Si ça lag un petit peu chez vous pour la vidéo, ça veut dire que c'est le poisson d'avril qui vous joue des tours, évidemment. Vous allez vivre ce soir un moment de rencontre, de dialogue, de perspective, un moment pour entrevoir différemment le futur, un futur que nous souhaitons tous désirable, souhaitable, enviable. Et cette soirée, comme nous en avons pris l'habitude depuis le début de l'année, commence avec le First. Le First parce que c'est donc la première partie, et le First aussi parce que nous rencontrons des pionniers ou des projets pionniers, des projets qui nous donnent envie de ce futur et qui nous donnent envie d'embarquer à bord de ce grand vaisseau. Ça me rend lyrique le 1er avril, de ce grand vaisseau qui nous mène vers un horizon désirable même. Le mois dernier, nous étions partis à Détroit avec le projet Détroit Je t'aime. Nous y avions vu comment on peut trouver des ressources, des ressorts pour rebondir dans un champ de ruines, si je puis dire, la ville de Détroit actuellement. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation, nous allons parler du futur, nous allons parler d'un projet fou. Un projet qui est porté par Anne Klepper et par Élise Berthier. C'est ça, c'est Élise Berthier, les ambassadrices de Helium Studio. Nous allons parler donc d'éducation différente, d'une innovation embarquée dans l'école. Mais avant de parler vraiment du projet, un projet qui s'appelle donc En Archipel, avant de parler de ce projet, on va faire connaissance de manière très brutale. Et je vais d'abord vous demander donc votre métier, votre boulot, votre job. Qu'est-ce que vous faites pour gagner votre vie ? Alors nous sommes designers, donc nous sommes toutes les deux membres d'Helium Studio, qui est un studio composé de 5 designers. On est plutôt spécialisé dans le design produit. Le design produit, c'est autant de l'équipement domestique, des objets connectés, beaucoup, de plus en plus, parfois aussi de l'architecture intérieure, de l'aménagement d'espace. Mais notre cœur de métier, c'est en général plutôt le design produit, du mobilier, j'oubliais, bien sûr. Voilà. D'accord. Un diplôme, un parcours comme ça en quelques mots. Oui, ou pas, justement, c'est ça qui est intéressant. Oui, pas. Moi, j'ai fait de la mode avant. Ah, très bien. Voilà, après, j'ai fait du design après. Oui, j'ai fait du design après en entrant à Helium Studio et je me suis formée sur le tard. Voilà. D'accord, donc en démarrant dans la mode. Ça n'a rien à voir, mais. Les 4 autres designers de l'équipe, on est tous de formation de design plus classique, si on peut dire, entre guillemets. Une grande partie venant notamment de l'ENSI, les ateliers de Saint-Sabin, qui est une très bonne école de design à Paris, et dont la pédagogie a pu parfois influencer notre projet aussi. D'accord. On va voir après comment. Dernière question brutale, une rencontre fondamentale. Une rencontre fondamentale. Élise, une rencontre, une sorte de tipping point, une rencontre décisive. Anne ? Le blanc terrible. C'est brutal comme question. C'est brutal. Je pense de quel ordre ? Peu importe, une rencontre. Il y a un blanc là. On y reviendra à la toute fin de l'émission, une rencontre. N'oubliez pas, vous derrière votre écran, vous dans la salle ici au Cube, d'interagir, de poser vos questions, de poster vos commentaires, de tweeter sur le hashtag RDVF. Merci évidemment à tous nos partenaires, merci à nos amis Twito et qui alimentent le débat et la discussion lors de chaque soirée. Toujours pas de rencontre, non ? On y revient encore après ? En fait, en y réfléchissant, en tout cas autour de ce projet, on a eu énormément de rencontres, mais on les a malheureusement pas faites tellement en direct. C'est-à-dire qu'en fait, en se plongeant dans ce projet, on s'est mis à écouter des centaines d'heures de vidéos sur Internet, merci Internet, et nous avons pu rencontrer Michel Serres, Bernard Stiegler, Edgar Morin, des tas de gens absolument passionnants, via Internet malheureusement. Ou heureusement. Ou heureusement. Heureusement, Nils Sezospanov, président du Cube, donc qui passe la soirée avec nous, et Isabelle Simon-Gilbert également, qui est la responsable médiation et éducation numérique du Cube, ici à Issy-les-Moulineaux. Voilà. Qu'on a rencontré aussi tout au début de notre projet. Voilà, on y est sur des belles rencontres.
Tout de suite, je vous propose une petite vidéo pour nous plonger dans le projet en archipel et bien évidemment, on s'en parle juste après pour approfondir tout ça. À tout de suite. Avec l'école en archipel, Helium Studio propose de déconstruire les territoires admis de l'école traditionnelle pour envisager celle-ci comme un archipel, un écosystème aux interfaces variées, multipliant les échanges, les passages, les rencontres. Helium Studio étend l'école au dehors, en une nébuleuse de lieux, afin d'optimiser les liens entre tous les acteurs qui accompagnent l'enfant dans son développement et développe l'école dans ses murs en une diversité d'espaces sur mesure. Guidés par l'enseignant, les élèves peuvent d'un pôle à l'autre échanger, faire des recherches, expérimenter, créer, s'exercer, présenter, débattre ou s'isoler pour étudier au calme. Cet environnement, associé à des éléments mobiliers repensés pour une meilleure souplesse d'usage, autorise une grande liberté de mouvement. L'incubateur est un espace de travail modulable, équipé de tables assemblables et de marches. Les parois verticales y permettent d'accrocher des tablettes, créant ainsi de plus grandes surfaces de travail. Ici, des petits groupes d'élèves font avancer leurs projets, guidés par l'enseignant qui se déplace d'un groupe à l'autre. Légères, les tables sont facilement déplaçables et offrent une multitude de configurations. Les tabourets culbutaux se font pivot du corps pour une posture d'assise dynamique dont l'équilibre est la clé. Toujours à disposition, prêts à être enfourchés, à être poussés du pied ou portés sous le bras, ils deviennent les compagnons des rythmes de chacun. Chut. L'ermitage est un espace en retrait, propice à l'étude et à la réflexion. Les marches et les coussins y offrent un environnement plus calme qui permet, par exemple, aux élèves de prendre du recul sur un projet, de faire des recherches plus nourries ou encore de visionner la vidéo d'un cours. Modulaires, les marches permettent de créer des ensembles à géométrie variable, étalés au sol ou superposés les unes aux autres. Les coussins, disposés sur les marches, arrondissent les angles, soutiennent le corps dans une posture de confort et sont utilisables seuls, comme assemblés en grappes de formes variées. Le plateau est un espace de diffusion et de captation de sons, d'images et de mouvements. À l'opposé de la disposition figée de l'amphithéâtre ou de l'auditorium, il offre une scène centrale pouvant être reconfigurée à loisir. Les marches mobiles permettant tour à tour d'atomiser ou de regrouper un auditoire selon l'événement qui s'y déroule. La fabrique est un élément indispensable de l'école en archipel. Elle permet de lier pratique et théorie, projet et expérience au sein de ces 6 îlots. Un Fab Lab, un grand atelier, un laboratoire de chimie et de biologie, un studio de captation son et images, une serre et même une cuisine labo. Inspiré des arts du cirque, le chapiteau fait cohabiter activités sportives et créatives. À suivre. De retour après cette vidéo, donc qui configure bien, qui préfigure bien le projet. Moi, une question de tarot, c'est réel, c'est irréel, c'est faisable, c'est pas faisable? C'en est où? Alors, ce qu'il faut dire sur ce projet, c'est que c'est un projet qu'on a pu mener grâce à une bourse de recherche qui nous a été allouée par le VIAL, l'Institut de valorisation de l'ameublement. Je dis ça parce que cette bourse de recherche avait une vocation l'idée était de travailler sur un projet peut-être prospectif, en tout cas un projet manifeste. Ce qui veut dire qu'on ne s'est pas mis comme contrainte fatalement de pouvoir produire demain tous les éléments du projet, mais plutôt d'avoir un projet cohérent, global, une vision transversale de l'ensemble du projet. Ceci dit, on n'a pas non plus voulu faire une école du futur finalement. Tout ce qu'on propose, on pense que dans un monde merveilleux, ça pourrait tout à fait être faisable aujourd'hui. Il y a peut-être quelques interrogations sur la tablette, par exemple, qui, elle, est vraiment très manifeste de par sa forme. Mais ce serait faisable. Alors, voilà, on vient de travailler 1 an à temps plein sur ce projet. Pour le moment, on a équipé encore... Pas à temps plein. Non, pas à temps plein, malheureusement, mais presque. Et pour le moment, on n'a équipé encore aucune école, mais c'est ouvert. Niels, une réaction sur ce projet? La première chose, merci infiniment d'être ici avec nous pour présenter ce magnifique projet. Oui, moi j'avais une première question. Vous dites que c'est un projet manifeste, mais qui en même temps pourrait se réaliser aujourd'hui. Quel retour avez-vous eu des enseignants à qui vous l'avez présenté déjà? Comment c'est reçu?
Alors en fait, on est vraiment en train de commencer. Je suis désolée parce que je tourne un peu autour de la question, mais on commence à peine à présenter le projet. Alors on en a parlé ici et là, on en a discuté, on a notamment présenté le projet à Gilles Braun, qui est le conseiller au numérique de Vincent Payon à l'Éducation nationale. Probablement un des plus affûtés sur le numérique aujourd'hui à l'Éducation nationale. Tout à fait un spécialiste du domaine et qui réfléchit à ces questions-là tous les jours. En tout cas, la question numérique. C'est vrai que la question des espaces, la question du mobilier, la question vraiment globale de l'école, c'est quelque chose qui... Excuse-moi de vous couper, mais en fait, pour avoir discuté avec Gilles Braun de projets un peu comme ça utopiques en matière d'éducation, en fait, on se rend compte que ce qui est compliqué aujourd'hui avec ce type de projet merveilleux, et je pense qu'il est vraiment très beau, c'est qu'on est face à un système qui est quand même assez taylorisé d'accès à la connaissance et que finalement, le système permet difficilement aujourd'hui d'intégrer ce type de dispositifs et de processus. Donc, la question, c'est est-ce qu'il faut le faire en dehors de l'école? Est-ce qu'il faut le penser en dehors de l'école? Après tout, il y en a qui ont créé des écoles récemment d'ingénieurs en s'affranchissant, en faisant des diplômes qui s'affranchissent de la sphère publique. Comment vous voyez ça? Peut-être qu'il faut commencer en dehors de l'école, mais je pense qu'il faut revenir après à une école nationale. Je pense que c'est une école qui doit être pour tout le monde. Tout le monde doit bénéficier. Voilà. Après, elle peut peut-être être testée avant, mais on l'a pensé pour tout le monde. Oui, mais pour que le manifeste ne reste pas, je dirais, une fausse promesse d'une certaine manière et... comment faire justement pour créer une porosité avec ce système qui aujourd'hui est quand même a du mal à intégrer ce type de processus. Peut-être commencer aussi par faire une plateforme numérique aussi qui s'approche plus de ce qu'on peut voir après justement dans ce qu'on a fait sur la tablette et autour de la tablette. Et puis après effectivement créer des lieux peut-être tests. C'est vrai qu'on pourrait envisager soit des écoles tests, mais on pourrait aussi envisager de s'introduire, en prenant un peu une tangente, dans certains lieux de l'école. On discutait avec Gilles Braun de le lieu du CDI. Qu'est-ce que le CDI aujourd'hui, à l'heure du numérique, avec ces vieux livres qui prennent la poussière sur des étagères et là où personne ne va finalement, parce qu'on ne sait plus trop quoi y faire. Et cet espace, c'est vrai que c'est un endroit où on pourrait tester des choses. Évidemment, on préfère le tester à grande échelle dans une école. Oui. Je passais le micro après à Isabelle. J'ai une autre question. Si on faisait on se projette un petit peu dans l'école du futur, j'ai bien compris qu'on n'était pas dans l'école du futur avec vous, mais on essayait d'être dans le concret aujourd'hui. Si on se projette un petit peu, on pourrait imaginer qu'on a d'un côté les plateformes MOOC qui sont là pour agréger, on va dire, le discours académique et le diffuser sur toute la planète. Et puis de l'autre, on a les cours en présentiel avec des petites unités, avec un enseignant qui accompagne les élèves dans l'acquisition des connaissances d'une manière beaucoup plus participative et expérientielle. On peut imaginer un peu, enfin en tout cas on voit se dessiner un peu l'école du futur dans ces deux lignes-là. Alors je vais poser une question très... en quoi votre projet amène une plus-value par rapport à cette image-là, si je puis dire? En quoi il apporte quelque chose au milieu de tout ça, je dirais? Est-ce qu'il est plutôt axé, tel qu'on le perçoit là, votre recherche est plutôt axée sur ce que je pourrais appeler l'ergonomie du présentiel? Je ne sais pas si le terme est très bon, mais est-ce que c'est une question plus d'ergonomie, d'interface sur laquelle vous travaillez, d'environnement de travail, ou est-ce que ça intègre également, y compris la conception, la modélisation de processus éducatifs? Parce que cet environnement, on voit bien qu'il va falloir qu'il se passe des choses dedans, et ces choses en question, la manière d'acquérir la connaissance, ça va passer par des processus. Et que là aussi, il faut les inventer avec ces nouveaux dispositifs. Alors, vous avez vraiment mis le doigt dessus, c'est-à-dire que quand on a commencé à travailler sur ce projet, on s'est dit attention, on est designer, il y a des domaines qu'on ne peut pas toucher parce qu'on n'est pas spécialiste. La pédagogie, par exemple. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était absolument impossible. On ne pouvait pas ne pas travailler sur ce projet de façon globale. On était obligé de donner des pistes en termes de pédagogie, de donner des directions
pour pouvoir créer des espaces, pour pouvoir créer du mobilier, pour pouvoir réfléchir. Et la tablette, c'était pareil, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas juste dessiner une tablette dans sa coque extérieure. Il fallait évidemment réfléchir à la manière de travailler avec cette tablette. Et donc, on a commencé à réfléchir à son interface. Et en fait, on s'est rendu compte que l'interface était juste le moyen de communiquer avec une plateforme pédagogique. Et quelle était cette plateforme pédagogique et quels étaient les outils. Donc, il y a une deuxième vidéo, je ne sais pas quand vous voulez la montrer, qui explique un peu tous ces outils qu'on a commencé à ébaucher. Voilà, donc c'est à la fois une plateforme physique, à la fois une plateforme d'outils conceptuels. Voilà, numérique. Voilà, tout à fait. Isabelle, une question, une réaction, et après justement on va montrer une vidéo de démonstration quelque part de cette Oui, tablette. rapidement avant de lancer la vidéo, c'est de dire tout l'intérêt que le Cube a porté aussi sur la collaboration et tous les échanges qu'on a pu avoir par rapport à ce projet. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi tout l'écosystème sur lequel il rebondit et d'être ambitieux aussi avec les mots que vous prononcez au sein de cette démonstration, avec les Fab Labs, la fabrique, de penser aussi à des moments plus intimes. Il faut aussi préciser que le projet s'adresse à des collégiens, donc c'est aussi un axe spécifique, parce que quand on parle de proposer ça aussi directement aussi pour l'école d'aujourd'hui. C'est vrai que les thématiques des collégiens, qui sont un public qui sont vraiment au cœur des pratiques du numérique et pour lesquels il y a une démobilisation aujourd'hui au sein de l'école, parce qu'il y a parfois un décalage entre la projection qu'ils peuvent avoir sur ce qu'on leur propose au sein de l'école, sur lesquels ils sont pas forcément très acteurs, et le décalage sur la présence qu'ils peuvent avoir, les participations qu'ils peuvent avoir sur les réseaux sociaux, où là ils sont très présents, et il y a un vrai décalage en fait de sollicitation de leur part et de la part de l'éducation nationale, et comment on arrive à remobiliser ce public spécifique, et pas pour demain, dès aujourd'hui. L'aspect aussi des dimensions de l'espace et du corps en mouvement aussi, qui est vraiment intéressant sur ce projet. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, Anne, sur essayer de pourquoi pas le tester au sein des CDI, c'est une vraie question aussi, parce que les questions autour d'éducation numérique, c'est les contenus, les contenants, etc. Et c'est vrai que c'est des questions qu'on a déjà abordées au sein des rendez-vous du futur, que tout ça c'est à disposition, mais comment on arrive à l'appréhender et qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est peut-être un bon pont pour passer sur la tablette, justement. On va passer à la tablette, mais effectivement ça fait penser notamment au rendez-vous du futur avec François Tadei, que vous avez rencontré également. Et Nils, non, il me semblait que tu voulais prendre la parole. Non. Peut-être pour lancer la démo. On va laisser répondre peut-être un peu à ce qui a été dit. Alors c'est sûr que on pense qu'il y a évidemment de merveilleuses choses qui sont possibles grâce au numérique. Il y a aussi le pire. On n'est pas les premiers à dire ça, bien sûr. Nous, on a voulu essayer de ressortir le plus intéressant des réseaux sociaux, des Fab Labs, de tous ces nouveaux outils de communication qui sont notamment très utilisés par les adolescents, mais pas que. Et on a voulu faire un projet qui traitait un peu, pour nous, sans être présomptueux, du bon usage du numérique. Voilà, qu'est-ce que ça pouvait apporter de bon dans l'éducation, dans les processus d'apprentissage, et qu'est-ce que aussi l'outil numérique, notamment qui est la tablette, pouvait amener dans le sens où elle libère quand même le corps. L'usage de la tablette et de l'outil numérique peut permettre de repenser complètement différemment les espaces, le mobilier, comme vous l'avez compris, je pense, dans la première vidéo qu'on a vue. On va regarder du coup la seconde vidéo, une vidéo qui va nous plonger dans cet usage de la tablette. À tout de suite. Aujourd'hui, c'est lundi. Lucie va à l'école. En arrivant, elle va dire bonjour à ses amis. Bah oui. Puis, elle s'en va récupérer une tablette parmi celles qui se trouvent rechargées sur le mur de partage. Cette tablette, ce n'est pas seulement son cahier ou son cartable numérique. C'est un outil de travail aussi bien collectif qu'individuel et une porte d'accès à un vaste réseau de connaissances sur mesure et évolutif. Lucie a ouvert sa session. Elle retrouve maintenant un ensemble d'éléments qui seront toujours présents à l'écran. Son avatar, autrement dit son représentant numérique. Une boîte à outils qui lui permet de prendre des notes comme de dessiner, de monter une vidéo, de modéliser quelque chose en 3 dimensions ou encore de faire des cartes et de visualiser des données, des open data comme des relevés de ces petits capteurs.
Elle retrouve aussi sa pépinière qui rassemble tous les matériaux associés à chacun des projets auxquels elle participe en ce moment. Ainsi, dans le kit du projet Émile Zola, elle trouvera toutes ses recherches et notes associées, mais aussi l'application ligne de temps, puisqu'elle en a souvent besoin pour ce projet. Sa boîte à vrac, où elle rassemble les informations, images et brouillons en tout genre qu'elle n'a pas associés à des projets. En fait, c'est son fouillis organisé. Et pour finir, l'application Que sais-je, qui lui permet d'apprendre par fiche thématique et en jouant sérieusement. Cet espace personnel possède aussi une deuxième dimension qui s'ouvre sur un espace partagé, un espace de ressources à l'échelle de l'ensemble de la plateforme pédagogique. Lucie y trouve alors Babel, une grande médiathèque numérique où elle peut découvrir œuvres littéraires, œuvres filmiques, archives sonores ou photographiques, mais aussi un espace chantier qui lui permet de proposer des améliorations logicielles pour chacun des outils de sa tablette. Et ça, c'est le navigateur Continuum. Ce navigateur est focalisé sur ses informations personnelles selon 3 lectures complémentaires. Quand, où et quoi. Dès qu'elle regarde le détail de son agenda, les kits de projet et les outils reliés à cette activité lui sont alors proposés, tandis qu'un plan de l'école lui permet de se situer dans l'espace et de visualiser l'endroit où elle est attendue au fil de sa journée. Et en déployant dessus l'espace de partage, elle utilise le navigateur sous une nouvelle configuration. Cette seconde configuration est alors orientée vers des ressources et des informations non personnelles. Une ligne de temps infinie, un espace de géolocalisation terrestre comme extraterrestre, et la une des blogs qu'elle suit s'articulent entre eux et se complètent pour lui offrir 3 portes d'entrée dans l'information. Lucie décide ensuite de faire une petite recherche sur une aventure qu'elle aime bien, le bateau Tara. Car en effet, le Continuum, c'est avant tout un outil de navigation. Et voici le résultat de sa recherche au travers des 3 entrées, quoi, où, quand, du Continuum. Lucie a maintenant rejoint un groupe d'élèves pour travailler, car la tablette est un outil de travail aussi bien individuel que collectif, dans l'espace tangible comme dans l'espace numérique. Alors qu'elle passe à côté du plateau, l'espace de débat et de présentation de l'école, l'avatar du prochain intervenant à venir parler de son travail aux élèves lui rend visite. C'est le chercheur de l'expédition Tara. Rendez-vous pris. Lucie peut alors préparer un peu la venue de cet invité et découvrir un ensemble de connaissances qui lui sont associées. Et maintenant, le tremplin. Le tremplin, c'est une application qui permet de mettre en commun des interrogations personnelles de type « pourquoi ?», des hypothèses de type « et si ?», et des informations quand ça m'intéresse, en les documentant un peu afin d'enrichir son propos. Avec cette application, Lucie navigue aussi parmi les questionnements des autres, ceux des élèves, des enseignants, des intervenants, qui sont tous contributeurs et peuvent publier des questions comme apporter des éléments de réponse. Et lorsqu'ils se retrouvent plusieurs à avoir un peu les mêmes questionnements, le pédagogue leur propose de faire un projet ensemble sur ce sujet. En effet, l'application Tremplin est aussi un outil qui permet d'accompagner les pédagogues dans leurs orientations en mettant en lumière ce qui préoccupe leurs élèves. Car cette tablette est un outil de travail conçu pour l'ensemble des acteurs de l'école, un outil au service d'une pédagogie sur mesure, tant pour les enfants que pour les pédagogues. Passionnant, ça le laisse rêveur. Il reste 4 minutes à ce first. Niels, une réaction, question. Je vais aller très vite pour réagir à Merci. ce qu'on vient de voir. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Et vous abordez là un sujet qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, qui est celui, alors je vais résumer, de la big data, c'est-à-dire que l'école apprend de ses élèves. Et donc, en fait, tout ce qui va être fait sur ces plateformes va être analysé, corrélé, etc., par de l'intelligence artificielle et qui va accompagner de manière de plus en plus personnalisée chaque élève dans son processus d'accès à la connaissance. D'ailleurs, la plateforme Khan Academy commence à intégrer ce traitement de la big data. Moi, juste une petite question, puisqu'on faisait un peu de prospective. Est-ce que du coup, on ne va pas vers une école demain qui serait l'école où ce serait d'un côté les enseignants-chercheurs en réseau qui créent la connaissance et de l'autre des robots enseignants dans les écoles qui suivent les enfants? Rien contre les robots, mais des élèves chercheurs aussi. Enseignants chercheurs et élèves chercheurs. Absolument. Aussi, oui. L'idée aussi de mutualiser tout ça pour en faire profiter tout le monde aussi. On est absolument pour les professeurs présents en chair et en os. On pense que les enseignants sont absolument indispensables. C'est pour ça que
tout ce qui est école dématérialisée sur le net, c'est intéressant parce que ça permet à répondre à un problème de... Enfin, ça permet de rendre l'éducation accessible à tous dans certains cas, mais on pense que vraiment l'école en tant que lieu de regroupement des gens, de regroupement des connaissances, en tant que lieu de partage, d'interaction, ne peut pas se faire de manière dématérialisée. Et c'est aussi pour ça qu'on a travaillé sur les espaces, parce que les espaces, le mobilier, peuvent eux-mêmes créer des conditions de partage et de collaboration. J'ai eu l'occasion d'inaugurer une école en Corée avec un prof robot. Donc il y a déjà des pays où ça commence. Alors dites-nous. C'était bien. Moi, je partage votre point de vue. Je pense que le robot, en tout cas aujourd'hui, n'est pas prêt de remplacer l'humain. Mais si on fait de la prospective... En tout cas, effectivement, on le voit, le projet est plein d'humains et le projet est super abouti puisque vous parlez même des culbutos, des coussins. Enfin, c'est vraiment l'art de vivre, l'art d'apprendre, l'art de partager un moment. Alors, on est designer produit. Donc, vous n'oubliez pas les culbutos. On n'oublie pas le corps, surtout. C'est-à-dire que pour nous, il y a des réflexions qui sont très intéressantes, qui sont faites sur le numérique. Il y a des réflexions très intéressantes sur les espaces. Il y a rarement sur l'architecture aussi des écoles, on voit des choses très bien. On aimerait qu'il y ait plus de réflexion globale et transversale sur l'ensemble de ces éléments. Tout ça va ensemble. C'était vraiment ça, en fait. On s'est attaché à ça. Et on pense que c'est aussi le rôle du designer d'avoir cette réflexion globale. Voilà. Il reste 2 minutes, Isabelle, et le mot de la fin, quasiment. Oui, juste pour conclure, donc vous laissez la parole après pour dire aussi concrètement quand est-ce qu'on pourrait retrouver, pour les personnes qui sont intéressées, de voir en vrai, on va dire, ce projet en archipel, parce que vous avez des informations à donner par rapport à ça. Donc je rejoins ce que dit Anis, c'est intéressant que des designers s'emparent de ça avec leur vision aussi, parce que... Dans les mots-clés qui reviennent aussi souvent en ce moment, il y a le design thinking, c'est-à-dire de s'emparer des choses de façon globale et de l'inclure dans des démarches de projet, ce qui est vraiment intéressant pour l'école, au lieu d'opposer, aujourd'hui on parle aussi des MOOC, c'est de revenir voir comment on fait le lien par rapport à ça, et de voir aussi comment l'éducation nationale, aujourd'hui, elle est capable de s'emparer de ça. Il y a une direction numérique pour l'éducation qui a été créée, avec déjà des grands champs qui se dessinent, d'un côté les contenus, de l'autre côté les infrastructures. Il n'y a pas de passerelle entre le code et le contenu. Alors ils sont en train de lancer ça avec un Numérilab. Je pense que ce type de projet a vraiment sa place par rapport à ça, et d'être vraiment dans ces démarches à la fois d'avancer ensemble concrètement et de prendre aussi des voies de côté avec des prototypes. Je vous laisse le mot pour dire où est-ce qu'on va pouvoir retrouver en archipel prochainement. Alors, très prochainement, la semaine prochaine, mais bon, c'est un peu loin quand même. On présente le projet à Milan. C'est le salon du meuble de Milan. En fait, c'est le plus gros salon de design. Voilà, pour tout ce qui est design mobilier. De manière plus proche, on va pouvoir pendant Futur en scène, merci. Pendant Futur en scène, donc c'est au mois de juin, du 11 au 14, il me semble, ou 12 au 15, 11 au 14. En juin, et de toute manière, toutes les infos, vous les retrouverez sur le site. Il y a un site, d'ailleurs. C'est le grand festival du numérique organisé par la région Île-de-France. Voilà, et qui sera cette année à la Gaîté Lyrique, avec une grande partie sur l'éducation. Donc là, on va pouvoir... vous pourrez voir les prototypes. Vous pouvez aussi retrouver le projet sur notre blog. Donc, on a créé toute une plateforme qui nous a permis vraiment d'enrichir notre projet, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas dire en si peu de temps, et où on a regroupé toute une quantité de ressources, que ce soit des penseurs, des chercheurs, d'autres. Oui, c'est un vrai projet augmenté avec les ressources pour aller plus loin. Un lien, du coup, un site, même si vous pouvez le retrouver sur rendez-vous-du-futur.com. Alors, c'est Helium Studio, carteblanchevia.wordpress.com. Alors, à tout de suite sur rendez-vous-du-futur.com, donc, ou sur Twitter. On voulait Suivez juste remercier le Cube pour son accueil de ce soir, et aussi, bien sûr, Isabelle, qui nous a vraiment aidé sur le projet, qui était un vrai soutien. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, nous étions ravis de faire ce Second First de l'année avec vous. Et donc on se retrouve dans 3 minutes, 4 minutes, le temps de faire une petite pause, et on revient avec Vincent Cespedes. À tout de suite.